La lumière intense de la salle d'opération se reflétait dans mes yeux, me faisant plisser les yeux tandis que j'évaluais les 2 patients qui venaient d'être amenés. L'odeur du sang et du désinfectant était familière, mais la tension dans l'air était palpable. Je savais que chaque seconde comptait. À ma gauche, un homme vêtu d'un costume coûteux, avec une profonde coupure sur la tête, était à peine conscient. Il s'agissait d'Henri, un millionnaire connu dans les pages mondaines de la ville. À droite, un homme plus âgé, à l'air usé, enveloppé dans une couverture sale, respirait difficilement. Il s'appelait Michel, un SDF que j'avais rencontré à plusieurs reprises dans les rues de Paris. Le dilemme s'est installé dans mon esprit comme un poids insupportable. Que dois-je faire? Que exigeait de moi l'éthique médicale? Pendant que l'équipe se préparait, l'adrénaline coulait dans mes veines. « Julian, qu'est-ce qu'on fait ?» a demandé l'infirmière Clara, la voix pleine d'urgence. Je l'ai regardée, essayant de trouver une réponse au milieu du chaos. Nous devons les stabiliser tous les deux, mais... Ma voix s'éteignit. Ce que je ne pouvais pas exprimer, c'est qu'au fond, je savais que le choix était clair. Henri avait des ressources, du pouvoir et toute une vie devant lui pour s'en remettre. Michel, lui, était une ombre, un homme que la société avait oublié. Mes mains tremblaient et je décidai, sauvons Michel d'abord. L'équipe s'est arrêtée un instant, surprise par ma décision. Julien, il n'a pas d'assurance, il n'a pas les moyens. S'est exclamé Clara, mais je ne pouvais pas ignorer la vie d'un homme à cause de son statut social. Il mérite une chance, Clara, répondis-je, sentant la certitude monter en moi. L'expression de Clara changea et elle hocha la tête, même si elle paraissait toujours hésitante. Le reste de l'équipe a suivi mon exemple et nous avons rapidement commencé à travailler sur Michel. Le saignement était intense et chaque mouvement devait être précis. Tandis que je recousais la blessure de Michel, j'ai vu Henri se faire soigner dans un coin, entouré de médecins qui semblaient plus préoccupés par son état que par sa santé. Une partie de moi se sentait coupable, mais l'autre partie était en paix. L'enfant de la rue, l'homme que je voyais souvent dormir sur les trottoirs froids, méritait sa chance. Après une heure longue et tendue, nous avons réussi à stabiliser Michel. Il respirait, ses couleurs commençaient à revenir et j'ai ressenti une vague de soulagement. Mais quand je regardais Henri, l'équipe avait encore du mal à le maintenir stable. Un médecin murmure qu'il est dans un état critique. Nous avons terminé l'opération et j'ai quitté la pièce, épuisé. Le poids de la décision pesait encore sur mon cœur, mais le sentiment d'avoir fait le bon choix me réconfortait. Cependant, la réalité m'attendait dehors. J'ai été convoqué au bureau du directeur de l'hôpital et un sentiment d'appréhension m'a envahi. « Julien, s'il vous plaît, asseyez-vous », commença le réalisateur, l'expression sévère. « Je dois parler de votre décision pendant l'opération. Vous savez que notre priorité est la sécurité et la réputation de l'hôpital. » Mon bracelet a commencé à accélérer. « J'ai sauvé une vie, monsieur. Michel avait besoin de moi. Mais vous mettez en danger la vie d'Henri, un client apprécié. C'est inacceptable. » Sa voix était froide, comme une lame. J'avais l'impression de perdre pied sous mes pieds. « Precious? Parce qu'il a de l'argent? Et Michel, qui est un être humain? Je ne comprends pas. »« Julian, tu es viré. » Les mots sont plus profonds que n'importe quel scalpel. Je suis resté silencieux, la réalité s'installant. Ce que j'avais fait était juste, mais la vérité était que j'avais remis en question un système qui ne se souciait pas de la vie à moins qu'elle n'ait un prix. J'ai quitté le bureau, le poids du licenciement m'écrasant. La vie à Paris me semblait soudain plus sombre, mais au fond de moi, je savais que je devais me battre pour ceux qui n'avaient pas de voix. Ce que je ne savais pas, c'est que ce combat ne faisait que commencer. Le lendemain de mon renvoi de l'hôpital a commencé avec un goût amer dans la bouche. Le soleil brillait brillamment sur Paris, mais je pouvais à peine remarquer la beauté de la ville. Alors que je marchais dans les rues, les voix de mes pères résonnaient dans mon esprit, pleines de dédain et de jugement. « Vous avez choisi un sans-abri plutôt qu'un millionnaire. C'est fou, Julien. » Les paroles du docteur Moreau me frappent encore comme un coup de poing dans le ventre. L'éthique médicale, que j'avais toujours défendue avec tant de passion, me paraissait désormais comme un concept lointain et nébuleux. Je suis entré dans un café voisin, essayant de me distraire avec l'arôme du café frais. En m'asseyant, j'ai remarqué que la serveuse me regardait avec un mélange de curiosité et de pitié. « Vous êtes le médecin qui ?»
Elle hésita. C'est vous qui avez sauvé cet homme de la rue, n'est-ce pas? Je sentais la pression sur mes épaules augmenter, comme si un poids invisible m'écrasait. Oui, c'est moi, répondis-je, essayant de garder mon sang-froid. Il s'avère que je ne suis plus médecin. Elle hocha la tête, comprenant plus que ce à quoi je m'attendais. Si tu as besoin de quelque chose, je suis là, dit-elle avant de s'éloigner. Sa compassion était un petit réconfort. Après avoir quitté le café, j'ai décidé que je devais retrouver Michel. C'est à cause de lui que j'ai pris la décision qui m'a coûté si cher. Il avait besoin de comprendre comment il allait, ce qu'il ressentait. Je me rendis à l'endroit où je l'ai rencontré pour la première fois, près du pont des Arts. L'odeur de la rivière mêlée au parfum du pain frais provenant d'une boulangerie voisine. C'était une matinée typiquement parisienne, mais pour moi, tout me paraissait sombre et sans vie. Finalement, j'ai aperçu Michel assis sur un banc, enveloppé dans une couverture usée jusqu'à la corde. Il avait l'air plus fatigué que la dernière fois que je l'ai vu, mais quand il m'a vu, son visage s'est illuminé. « Julian, tu es bueno. » Il se releva lentement, ses articulations craquant sous le mouvement. L'étreinte que nous avons échangée était inattendue et réconfortante. « Je savais que tu me sauverais, » dit-il avec un sourire qui ne correspondait pas aux yeux tristes qu'il portait. « Comment te sens-tu, Michel ?» ai-je demandé, essayant de cacher l'inquiétude dans ma voix. Mieux. La douleur thoracique est toujours là, mais c'est différent. J'ai l'impression d'avoir une seconde chance. Et ça, mon ami, c'est tout ce que je peux demander. Il m'a regardé sincèrement. Vous avez fait la bonne chose et je vous en suis reconnaissant. Beaucoup ne s'en seraient pas souciés. Mais maintenant, je suis sans travail. Je ne sais pas quoi faire ensuite, ai-je avoué. La frustration que je ressentais se reflétait dans ma voix. Tu ne peux pas te laisser abattre, Julien. Vous êtes un bon médecin et de nombreuses personnes ont besoin de vous. Pas seulement les riches, mais nous tous. Vous avez quelque chose que peu d'autres possèdent, le courage de faire ce qu'il faut. Les paroles de Michel résonnaient en moi comme un mantra, une petite lumière au milieu de l'obscurité qui m'entourait. J'ai décidé que je devais mieux comprendre ce qui était arrivé à Henri, le millionnaire que j'avais laissé de côté. Je savais que sa fortune n'était pas propre, et l'idée qu'il pourrait être impliqué dans quelque chose de plus grand me mettait mal à l'aise. Michel, connaissez-vous quelqu'un qui en sait plus sur Henri? Y a-t-il une personne sans abri qui a eu des contacts avec lui? Ai-je demandé, cherchant des réponses. Oui, il y a des rumeurs. Certains disent qu'il a des relations louches, d'autres parlent de la façon dont il profite de ceux qui sont dans la même situation que moi. Que penses-tu faire? Michel me regardait, les yeux pleins d'attente. J'ai besoin de découvrir la vérité, Michel. Je ne peux pas le laisser continuer à exploiter les plus vulnérables sans en subir les conséquences. J'ai été submergé par une détermination soudaine. Si je sortais de l'hôpital, cela ne signifiait pas que je devais abandonner le combat. Michel hocha la tête, une lueur d'espoir se reflétant dans son regard. Alors allons-y ensemble. Le combat n'est pas que le vôtre, Julien. Cela nous appartient à tous. Il a souri et à ce moment-là, j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Ensemble, nous pourrions peut-être faire une différence, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour tous ceux qui luttent dans l'ombre de la ville. Les lumières de Paris brillaient ce soir-là, reflétant l'énergie et l'espoir que je voulais transmettre. J'étais au milieu de la place de la Bastille, entouré de gens qui, comme moi, croyaient que nous pouvions faire la différence. L'idée de devenir défenseur des sans-abri a commencé à prendre forme et je savais que je devais agir. Avec un petit groupe d'amis et quelques sans-abri, nous avons commencé à planifier une campagne de financement. « Julien, tu penses vraiment que ça va marcher ?» demanda Sophie, une infirmière qui m'avait rejoint. Elle m'a regardé avec un mélange de scepticisme et d'espoir. « Les gens s'en soucient, mais vont-ils se mobiliser ? Nous devons leur montrer que ces vies sont précieuses, répondis-je, sentant l'adrénaline monter dans mes veines. Michel et d'autres comme lui ne peuvent être ignorés. Montrons que nous sommes la voix de ceux qui n'en ont pas. La première chose que nous avons faite a été de créer des flyers et de les diffuser sur les réseaux sociaux. L'idée était simple mais puissante. Un événement sur la place où les gens pourraient venir rencontrer les sans-abri, entendre leurs histoires et contribuer d'une manière ou d'une autre. Au fil des jours, l'intérêt grandit. Les médias locaux ont commencé à couvrir notre cause et je me suis senti plus déterminé à relever les défis qui nous attendaient. Le soir de l'événement,
L'ambiance était électrique. Les gens se sont rassemblés, certains apportant des dons, d'autres juste pour entendre les histoires. Je me suis souvenu de Michel, qui était à côté de moi, partageant son expérience de vivre dans la rue. C'était un vrai guerrier et ses paroles résonnaient auprès de toutes les personnes présentes. Je ne suis pas seulement sans abri, a déclaré Michel d'un ton ferme mais vulnérable. Je suis un être humain avec des rêves, des peurs et des espoirs, tout comme vous. La société nous oublie souvent, mais nous sommes là et nous avons besoin d'aide. En écoutant ces paroles, j'ai vu des larmes dans les yeux de certaines personnes. C'est exactement ce que je voulais. Qu'ils s'en soucient, qu'ils voient l'humanité là où beaucoup ne voyaient que des statistiques. Au bout d'un moment, j'ai réalisé que je devais faire quelque chose de plus énergique. Alors, m'armant de courage, j'ai décidé d'affronter Henri lors de l'événement. À son arrivée, la foule se tut. Henri, avec son costume impeccable et son sourire arrogant, semblait ignorer l'impact que ses actes avaient sur la vie de tant de personnes. Je ne pouvais pas laisser passer cette opportunité. Henri. J'ai appelé, ma voix ferme, mais mon cœur battant la chamade. Il faut savoir ce qui se passe ici. Les vies que vous ignorez ne sont pas que des chiffres. Ce sont de vraies personnes, comme Michel. Henri se tourna vers moi, le regard plein de dédain. Ah, Julien, le médecin viré qui a décidé de devenir militant. C'est pathétique. Tu crois vraiment que tes paroles peuvent changer quelque chose? Le monde est cruel, et on ne peut pas sauver tout le monde. Peut-être que je ne peux pas sauver tout le monde, rétorquai-je, essayant de rester calme même si la colère bouillonnait en moi. Mais je peux me battre pour ceux qui méritent une chance. Vous ne comprenez pas ce que c'est, n'est-ce pas? Pour vous, ce ne sont que des chiffres et du profit. Il a échappé un rire de degna. Vous vous mettez dans une position ridicule, mon ami. Les gens ne se soucient pas des pauvres. Ils se soucient de ce que vous pouvez offrir. Et en fin de compte, vous allez perdre. J'ai ressenti une vague de frustration, mais avec elle est venue la clarté. Il était si loin de la réalité, si déconnecté, que je ne pouvais m'empêcher d'être triste pour lui. Ce que vous ne réalisez pas, c'est qu'un changement est en train de se produire. Les gens se rassemblent. Vous pouvez essayer de les ignorer, mais ils sont là et ne s'en iront pas. Sur ce, Henri s'éloigna, mais la tension dans l'air était palpable. Je savais que je ne faisais que commencer. De retour chez moi, une profonde tristesse m'a frappé lorsque j'ai trouvé la lettre de démission d'un ami. Il avait subi des pressions pour qu'il prenne ses distances avec moi à cause de mon activisme. Le combat coûtait plus cher que je ne l'avais imaginé. J'ai regardé par la fenêtre, voyant les lumières de Paris, et une détermination renouvelée m'a envahi. Le combat n'était pas terminé, elle venait juste de commencer. Les lumières de la ville de Paris brillaient de mille feux, reflétant la lutte et l'espoir qui s'entremêlaient dans les ombres de la nuit. Je me tenais devant l'hôpital, entouré d'un groupe de sans-abri qui me soutenait. La veillée que nous avons organisée ressemblait à une petite flamme dans l'obscurité de l'indifférence. Le froid mordant de la nuit n'a pas suffi à effacer la détermination qui palpitait dans nos cœurs. Michel se tenait à côté de moi, ses mains ridées tenant une pancarte qui disait « Chaque vie compte ». Le murmure de la foule s'est fait plus fort et un sentiment de camaraderie s'est formé entre nous. J'ai regardé Michel et j'ai vu une lueur d'espoir dans ses yeux. « Tu crois vraiment que nous pouvons faire une différence, Julien ?» demanda-t-il d'une voix rauque mais ferme. « Oui, Michel. Si nous ne le faisons pas, qui le fera? Nous ne pouvons pas laisser la corruption et les inégalités continuer à détruire des vies. Aujourd'hui, nous faisons quelque chose de plus grand que nous-mêmes, répondis-je, essayant de transmettre le courage que je ressentais. À chaque don que nous recevions, une vague de gratitude se répandait parmi nous. Les gens se sont arrêtés pour écouter nos histoires et j'ai remarqué que leur indignation grandissait. Une journaliste s'est approchée, un bloc-notes à la main et un appareil photo autour du cou. « Bonjour, je m'appelle Clara. Puis-je vous poser quelques questions ?»« Bien sûr, » dis-je, ressentant un mélange de nervosité et d'espoir. Nous sommes là pour montrer la réalité des sans-abri à Paris et la lutte contre la corruption qui les touche. Clara hocha la tête, intéressée. Et qu'espérez-vous réaliser grâce à cela? Nous avons besoin que les gens comprennent que la vie de chacun a de la valeur, quelle que soit sa situation économique. L'histoire de Michel et celle de tant d'autres ne peuvent être ignorées, répondis-je alors que Michel hochait la tête, l'émotion visible sur son visage. Tandis que Clara posait ses questions,
Nous avons remarqué que la foule autour de nous grandissait. L'ambiance était à la solidarité et l'espoir commençait à se propager comme un virus. Mais au fond, je savais que le combat serait difficile. L'influence d'Henri pesait toujours sur nous comme une ombre oppressante. Après l'entretien, un groupe de personnes a commencé à se rassembler autour de nous, écoutant attentivement les histoires de vie de Michel et des autres sans-abri. On a entendu des rires, mais aussi des larmes. C'était un espace où l'on se souvenait de la dignité humaine, et cela m'a donné la force de continuer. Au fur et à mesure que la nuit avançait, l'atmosphère devenait plus intense. J'avais l'impression qu'on touchait quelque chose de profond chez les gens. Une femme s'est approchée et a dit « Je ne savais pas que cela se produisait. Comment puis-je aider ? Tout soutien est le bienvenu. Si vous le pouvez, apportez de la nourriture ou des couvertures. Et surtout, partagez notre histoire. Nous avons besoin que plus de gens le sachent, répondis-je, sentant une vague d'espoir monter dans mon cœur. Mais à mesure que la veillée se poursuivait, mon regard se tournait parfois vers l'hôpital. Je savais qu'Henri ne resterait pas immobile. Il avait du pouvoir et de l'influence et n'hésiterait pas à agir pour protéger son empire. La pression sur les médias et les hôpitaux a été plus intense que je ne l'imaginais. « Julien, tu crois qu'il va essayer de nous faire taire ?» demanda Michel, la voix pleine d'inquiétude. « Je ne sais pas, Michel. Mais s'il essaie, nous serons prêts. C'est notre combat, et nous ne reculerons pas. Nous montrerons la vérité au monde, répondis-je, déterminé. La nuit continuait et le froid s'intensifiait, mais la flamme de notre combat ne s'éteignait pas. Chaque histoire, chaque don, chaque mot de soutien était un pas vers un avenir plus juste. Nous savions que nous n'en étions qu'au début, mais le courage que nous ressentions était palpable. Au fur et à mesure que la veillée se prolongeait, un sentiment d'unité grandissait entre nous. Et moi, Julien, médecin autrefois perdu et licencié, je faisais désormais partie de quelque chose de plus grand. Le combat pour la justice et la dignité ne faisait que commencer, et j'étais déterminé à ne pas laisser la peur ou la corruption nous paralyser. Nous étions la voix des oubliés et, ensemble, nous étions inarrêtables. Le lendemain de la publication de l'article a été comme un tourbillon. Des messages de soutien et de menaces ont commencé à inonder mon téléphone portable. La répercussion fut immense. Ce qui était autrefois une lutte silencieuse résonnait désormais dans les rues de Paris. Le téléphone sonnait sans cesse, mais j'arrivais à peine à me concentrer. À chaque contact, mon cœur battait à tout rompre, inquiet de ce qui pourrait arriver ensuite. Je suis allé au café du coin, dans l'espoir de trouver un peu de normalité au milieu du chaos qui régnait dans ma vie. En entrant, l'arôme du café frais et des croissants chauds essayait de m'apporter un peu de réconfort. Mais dès que j'ai aperçu Michel, assis à une table au fond, mon estomac s'est tordu. Il semblait plus tendu que d'habitude. « Julien, avez-vous vu les nouvelles ?» demanda Michel, les yeux brillants d'un mélange d'excitation et de peur. « Oui, j'ai vu. Tout cela est très mouvementé. Mais je ne sais pas où cela peut nous mener. » répondis-je en essayant de cacher l'inquiétude dans ma voix. « On doit faire quelque chose. Nous ne pouvons pas le laisser nous faire peur. Nous devons montrer que nous menons ce combat ensemble. » Michel a dit, la détermination dans ses yeux était contagieuse. J'ai hoché la tête, mais la vérité était que je sentais des papillons dans mon ventre. La pression montait et je savais qu'Henri ne resterait pas les bras croisés. L'image de lui, arrogant et dédaigneux, est apparue dans mon esprit. Ce n'était pas quelqu'un qui accepterait d'être contesté sans riposter. Alors que nous discutions des prochaines étapes, la porte du café s'est ouverte avec fracas. 2 hommes costauds vêtus de noir entrèrent. Instantanément, l'ambiance change. Le murmure de la conversation cessa et tous les regards se tournèrent vers les intrus. L'un d'eux, au regard menaçant et au sourire cruel, s'est dirigé vers nous. « Julien, je ne suis pas surpris de te voir ici. J'ai entendu dire que vous dérangiez des personnes puissantes. » dit-il d'une voix basse et pleine de mépris. « Et qui êtes-vous » ai-je demandé, essayant de rester calme même si l'adrénaline coulait dans mes veines. « Un ami d'Henri. Et je vous suggère d'arrêter de déconner là où vous n'avez pas votre place. » Il se pencha par-dessus la table, les yeux fixés sur les miens, comme s'il voulait que je ressente le poids de sa menace. Michel se leva, le courage émanait de lui. « Nous n'avons pas peur de vous. Nous nous battons pour la justice. » L'homme en noir rit, d'un ton froid et sarcastique. « Justice. Regarde autour de toi.
Pensez-vous vraiment que quelqu'un se soucie d'un sans-abri et d'un médecin défaillant? La colère bouillonnait en moi. Nous ne sommes pas invisibles. Nos voix seront entendues, même si vous et votre patron essayez de nous faire taire. Avant que la situation ne dégénère, j'ai éloigné Michel de la table. Sortons d'ici, murmurai-je en le tirant par la main. Ce n'était pas le moment de prendre des risques. Nous devions planifier, pas nous battre. Nous sommes allés dans un parc voisin, où la nature semblait être un refuge temporaire contre les menaces qui nous entouraient. Nous devons organiser une plus grande manifestation, ai-je suggéré alors que le soleil commençait à se coucher, rendant le ciel orange et rose. Oui. Nous avons besoin de plus de personnes, de plus de voix. Si les médias nous écoutent, faisons-les écouter. Michel a répondu, la passion dans ses propos était palpable. Nous avons invité d'autres sans-abri, des amis et des personnes solidaires que nous connaissions. L'idée était claire, dénoncer Henri et son réseau de corruption, montrer au monde qui était réellement derrière l'exploitation et la misère. La détermination a grandi en moi et j'ai réalisé que, même face aux menaces, je n'étais pas seul. Le combat pour la justice commençait à prendre de l'ampleur et j'étais prêt à affronter tout ce qui arriverait, aux côtés de Michel et de tous ceux qui nous rejoignaient. Le soleil était à peine levé et la ville de Paris était déjà enveloppée d'un épais brouillard qui semblait refléter la tension de l'air. J'étais nerveux. Mon cœur battait à tout rompre alors que je me préparais pour la démonstration. C'était le jour où tout pouvait changer. En regardant les affiches que j'avais réalisées avec l'aide de Michel et d'autres sans-abri, j'ai ressenti un mélange d'anxiété et d'espoir. Ce que je ne savais pas, c'est que le destin était sur le point de nous surprendre d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. « Julien, es-tu prêt pour ça ?» demanda Michel, sa voix étant empreinte d'encouragement. « Oui, mais j'avoue que la pression est immense. Ce n'est pas seulement ma vie qui est en jeu ici, Michel. C'est notre vie à toutes. » Répondis-je, essayant de garder ma voix ferme malgré la boule dans ma gorge. « Nous sommes dans le même bateau, mon ami. N'oublie jamais ça. » Il a souri, et à ce moment-là, j'ai vu non seulement un sans-abri, mais un véritable guerrier. Sa détermination était contagieuse et elle m'a donné la force d'avancer. Au fur et à mesure que la journée avançait, la place commençait à se remplir. Des personnes d'horizons différents se sont réunies, unies par un objectif commun. L'atmosphère était électrisée, des voix se sont élevées à l'unisson pour réclamer justice. Le bruit des tambours et les cris de protestation résonnaient partout. C'était comme si la ville s'élevait dans un cri collectif contre l'oppression. Mais ce qui m'inquiétait le plus, c'était la présence de la police. Je savais qu'il avait reçu l'ordre de disperser la manifestation et mon cœur se serra à la pensée de ce qui pourrait arriver. Mais je ne pouvais pas laisser la peur me dominer. J'ai regardé les visages autour de moi des gens qui, comme moi, en avaient assez d'être ignorés. Si la police arrive, nous devons rester calmes. Rassemblons-nous plus que jamais, ai-je dit, essayant de me rassurer. Les heures passèrent et alors que le soleil était sur le point de se coucher, un groupe de policiers s'approcha. Ils étaient armés et la tension a considérablement augmenté. « Enlevez les affiches et dispersez-vous » a crié l'un des officiers, d'une voix ferme et coupante. « Nous ne serons pas silencieux. » J'ai répondu, l'adrénaline circulant dans mes veines. Le sentiment de résistance était palpable. C'est alors qu'au milieu du tumulte, une femme dans la foule s'est mise à crier « Regardez ! Les documents !» Il a pointé du doigt un groupe de policiers qui avaient trouvé quelque chose dans leur sac à dos à proximité. La panique s'est propagée rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé? Petit à petit, j'entendais les murmures. C'est vrai, des documents liant Henri à un réseau de corruption. Un policier, visiblement choqué, a commencé à s'éloigner du groupe et à communiquer avec ses supérieurs. C'était comme si le temps s'était arrêté. Ce moment pourrait être notre salut. « Julien, c'est toi qui as fait ça ?» demanda Michel, l'incrédulité inscrite sur son visage. J'ai soumis les documents de manière anonyme. Je ne savais pas que cela arriverait maintenant. J'ai répondu, ressentant une vague d'émotion. L'espoir a commencé à jaillir au plus profond de mon être. En un instant, les policiers qui semblaient prêts à nous réprimer ont commencé à agir différemment. Ils se retournent contre Henri, qui était en réunion avec certains de ses proches alliés. Le chaos s'est emparé de la place et la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Henri a été arrêté. Il est emmené.
Les voix résonnaient et un sentiment d'euphorie nous envahissait tous. La manifestation s'est transformée en fête. Ce qui avait commencé comme un acte de résistance s'est transformé en un cri de victoire. J'ai regardé Michel et j'ai vu des larmes dans ses yeux. Nous l'avons fait, Julien. Nous l'avons fait. Et effectivement, nous avions réussi. Les médias ont tout couvert et les caméras n'ont cessé d'enregistrer le moment où Henri, menotté, a été emmené par la police. Le monde était sur le point de découvrir la vérité. Dans les jours qui suivirent, la répercussion de la manifestation fut immense. J'ai été rappelé à l'hôpital, non seulement en tant que médecin, mais aussi en tant que défenseur des droits humains. Michel s'est vu offrir un hébergement et un soutien professionnel, ce qui lui semblait être un rêve lointain. Le combat n'était pas encore terminé, mais ce jour-là, nous avions remporté quelque chose de plus grand qu'une simple victoire contre un homme corrompu. Nous avions montré qu'ensemble, nous pouvions changer le cours de nos vies et de celles de beaucoup d'autres. La dignité humaine n'est pas qu'une idée, c'était une réalité qui commençait à fleurir à Paris.